Guten Tag, der Frankreich-Blog ist wieder in Paris oder immer noch in Paris. Wir sind wieder bei der Nationalen Kommission für die Menschenrechte. Neben mir sitzt Madame la Présidente Christine Laserge. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur, je suis très contente de répondre à vos questions. Oui. Madame la Présidente, dans nos entretiens précédents, vous avez expliqué les missions principales ou les actions principales de votre Commission nationale consultative des droits de l'homme, et l'abréviation c'est CNCDH, une institution administrative indépendante. Absolument. Oui. Et vous avez 3 domaines d'action, c'est-à-dire le gouvernement peut vous charger. Le gouvernement peut nous saisir sur tel ou tel projet de loi. Et dans ce cas-là, nous jouons un rôle de conseil au gouvernement ou de conseil aux parlementaires. Et puis nous pouvons aussi nous auto-saisir sur un sujet sur lequel on ne nous aurait pas interpellés, et ce qui prouve bien notre indépendance, parce que, par exemple, concernant les migrants, nous n'attendons pas d'être saisis par un membre du gouvernement, et nous agissons de notre propre chef. Et vous pouvez faire, ou vous faites, la promotion des droits de l'homme. Bien entendu, notre mission principale est d'être en protection et promotion des droits de l'homme et éducation aux droits de l'homme. Donc nous avons aussi un certain nombre d'opérations d'éducation aux droits de l'homme destinées aux élèves des écoles. Parmi les demandes que vous recevez de la part du gouvernement, il y a aussi une qui est fixée par la loi, c'est-à-dire vous publiez chaque année un rapport sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie. Oui, ceci depuis 1990. En 1990 a été votée une loi sur la lutte contre les discriminations et cette loi nomme la CNCDH rapporteur national sur la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie et qui, toutes les 3, conduisent à des discriminations intolérables. Ce rapport, je dirais, c'est tout un pavé. Et ça montre, ce pavé il montre le poids que vous, en tant que CNCDH, exercez aussi dans le débat public en France. Oui, nous essayons par ce rapport, et nous sommes le seul rapporteur national sur ce sujet, d'aider à la décision des pouvoirs publics et en même temps de montrer du doigt ou de critiquer ce qui n'est pas acceptable. Et donc ce rapport est une de nos grosses productions chaque année. Cette année, vous avez choisi pour la couverture de ce rapport un très beau dessin d'IAC. Absolument, c'est le petit bonhomme Elix qui se trouve être d'ailleurs déjà l'ambassadeur des Nations Unies. Et le petit bonhomme Elix, il a pour symbole l'aspiration à mieux vivre ensemble. Au fond, même l'aspiration à être heureux. Et donc nous avons trouvé que nous voulions donner une note d'optimisme à ce rapport. Et nous voulons dire que lorsque notre regard est un regard positif sur l'autre qui est différent, eh bien, la cohésion sociale s'en trouve mieux. Oui. Ces paroles s'adressent aussi à certains de nos partis en Allemagne qui s'inquiètent de l'afflux des migrants et des réfugiés, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que l'Allemagne nous donne un très bon exemple. Et la France, sans doute, n'est pas suffisamment accueillante. Il me semble que l'Allemagne s'est montrée vraiment à la hauteur de la situation. Et c'est vrai qu'il faut que le peuple allemand en ait la pleine conscience. Le rapport est très long. Il existe une édition abrégée que je recommande aux visiteurs de notre blog et surtout à nos élèves. Dès qu'ils ont lu ces 24 pages, c'est un extrait qui sera que nous offrons pour le téléchargement sur notre blog. Et dès que les élèves ont lu ces 24 pages, ils connaissent bien le vocabulaire de la lutte contre le racisme. Parmi les résultats de votre enquête sur la lutte contre le racisme apparaît un indice longitudinal de tolérance dont l'évolution récente nous surprend tous. Agit-il d'un indice plutôt de caractère technique ou est-ce que la France est devenue vraiment un peu plus tolérante? C'est très difficile de répondre précisément à votre question, mais ce que je voudrais dire, c'est que cet indice a été construit par un laboratoire de recherche de sociologues il y a 25 ans.
Donc ce qui est tout à fait intéressant, c'est que depuis 25 ans, chaque année, à partir d'un bouquet de 76 questions, on mesure un taux de tolérance en France. Et depuis le début de la crise économique, depuis 2008, la tolérance à l'égard de l'autre différent, de l'autre l'étranger ou simplement celui qui a une religion différente, s'effondrait, chutait. Alors que de 90 à 2014, chaque année, l'indice augmentait. Et depuis 2014, l'indice réaugmente et de façon très sensible après les attentats terroristes dramatiques que nous avons vécus. Et cela signifie une chose, c'est que maintenant la France prend conscience qu'elle est une nation multiculturelle et que c'est sans doute une richesse. Et voilà ce que signifie l'indice de tolérance. Une autre chose est le décompte des actes délictueux. Et donc, on ne peut pas comparer la délinquance en matière de racisme et l'indice de tolérance. On peut dire que cette année, au lendemain des actes terroristes du mois de janvier et au lendemain des actes terroristes du mois de novembre, il y a eu une grimpée en flèche des actions anti-musulmans. Mais deux pics, vous voyez, fin janvier, fin novembre, début décembre. Et hormis ces deux pics qui sont une réaction peut-être même de vengeance inappropriée à ces dramatiques actes terroristes, en dehors de ces deux pics, le nombre des actes antisémites, anti-musulmans reste assez stable. Voilà. C'est presque l'évolution des actes enregistrés de 1992 à 2015 semble suggérer le contraire, n'est-ce pas? Oui, mais vous savez, les actes enregistrés, d'abord, ne sont que l'écume des choses. Il y a beaucoup d'insultes racistes, mais il y a quand même peu, et heureusement, d'actes racistes d'une extrême violence. Donc, pour les actes qui ne sont pas d'une extrême violence, les chiffres que nous avons, c'est simplement le chiffre des dépôts de plainte. Il y en a évidemment plus que de dépôts de plainte. Mais c'est au fond la part de délinquance dans le racisme. Or, l'indice de tolérance, c'est le regard sur l'autre. Est-ce que je considère que les Juifs sont bien intégrés dans la population française? La réponse, c'est oui, à 80%. Est-ce que je considère que les Roms sont bien intégrés dans la société française? La réponse est non, à 80%. Donc, en France, il y a vraiment la minorité la plus rejetée, c'est la minorité rome. Mais même à l'égard de la minorité rome, les choses se sont un peu arrangées cette année, comme si, devant l'adversité qu'est le terrorisme, on avait besoin de plus de cohésion sociale, de plus de fraternité, de plus de république, et qu'on s'ouvrait un peu à l'autre en réaction à ceux qui sont radicalement des ennemis, les terroristes. Après cette première graphique, nous montrons aussi cette évolution des indices de tolérance par minorité de 90 à 2015. Et comme vous l'avez déjà dit, il y a un certain nombre croissant des actes contre les juifs, musulmans, les maghrébins et les noirs. Et donc c'est... Oui, parce que le racisme se construit à partir de préjugés et de représentations erronées de l'autre. Et donc tout notre travail est justement d'expliquer que... tout notre travail est de démontrer qu'il faut déconstruire les préjugés. Et pour déconstruire les préjugés à l'égard d'un musulman ou même d'un Rome, il faut avoir approché, connaître, comprendre. Et dans nos recommandations, nous en faisons plusieurs qui sont en lien avec la déconstruction des préjugés. Oui, donc venons à ces recommandations. Je voudrais citer trois d'abord. Vous recommandez au ministère de mieux mesurer
cela veut dire aussi enregistrer les actes contre le racisme. Y a-t-il des négligences à enregistrer? Oui, il y a quelquefois une paresse de la part des autorités de police à prendre un procès verbal si l'acte ne leur paraît pas grave et à ne pas transmettre le procès verbal ou à ne pas le rédiger, et donc il ne sera pas transmis au parquet s'il n'est pas rédigé. Mais par ailleurs, il y a aussi une réserve de la part de beaucoup de victimes hésitent à aller porter plainte. Et il nous manque, dans les enquêtes que nous faisons, il nous manque une enquête de victimation. C'est-à-dire interroger un panel de victimes, de Français ou d'habitants de ce pays représentatifs de la population et demander s'ils ont été victimes ou pas de racisme. Il faut toujours compléter les actes de la police et de la justice par des enquêtes de victimation. Vous recommandez un encouragement du débat sur le racisme au milieu scolaire. Avez-vous remarqué qu'on y parle trop peu? Oui, surtout, on en parle dans les cours d'école, mais on n'en parle pas dans l'enseignement. Et nous recommandons deux choses très vivement. D'une part, que le fait religieux soit enseigné de façon laïque dans les écoles, qu'un petit musulman sache ce que c'est que le christianisme, que le petit chrétien sache ce que c'est que l'islam, et pareil pour le judaïsme. Donc le fait religieux n'est pas enseigné et beaucoup de comportements racistes viennent d'une méconnaissance. Donc ça c'est une chose. Et par ailleurs, nous voudrions que dans les écoles françaises, à différents niveaux, il y ait des moments de débat, qui ne soit pas un cours d'histoire ou un cours d'anglais ou un cours de français, mais un cours de débat, comme cela existe dans un certain nombre de systèmes étrangers, et que dans ces débats, on soit à l'écoute des questions des élèves sans les juger par rapport à leurs questions, et qu'on soit à même de faire que le débat se développe dans l'objectif de mieux connaître l'autre et de ne pas porter un regard négatif sur l'autre, même s'il est très différent de vous. Dans sa culture, par exemple. Vous proposez au gouvernement de renforcer les dispositifs en faveur de la laïcité. Oui, nous pensons qu'en France, il n'est pas suffisamment expliqué que la laïcité, c'est d'abord un principe de liberté. La loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État est une loi d'abord sur la liberté d'expression. Elle pose le principe de la liberté de conscience, mais elle dit aussi, et c'est important en France, une spécificité française, neutralité des pouvoirs publics, neutralité de l'État, et donc pas de signe extérieur d'appartenance religieuse quand on travaille dans un service public. Par contre, dans l'espace public, dans la rue, dans un jardin public ou autre, il peut y avoir, c'est la liberté, il peut y avoir des signes extérieurs d'appartenance religieuse dans la mesure où ça ne trouble pas l'ordre public. Madame la Présidente, permettez-moi encore d'ajouter une autre de vos recommandations, c'est la lutte contre le discours de haine sur Internet. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement à ce sujet ? Nous attendons que l'on un certain contrôle quand même de ce qui est sur le net, même si à la CNCDH, nous sommes des défenseurs acharnés de la liberté d'expression. Nous pensons que la liberté d'expression s'arrête lorsque les propos sont haineux. Il y a cette limite à la liberté d'expression, le propos haineux de façon caractérisée. Et donc, nous souhaiterions, mais c'est extrêmement compliqué, extrêmement difficile, qu'il y ait quand même un encadrement un peu plus clair de ce qui circule sur le net, avec des sanctions qui soient plus éducatives que répressives. Mais notre message, c'est que, en grand défenseur de la liberté d'expression, nous devons aussi être sévères sur le discours haineux. La CNCDH préconise, je cite, l'adoption d'un plan national sur l'éducation et la citoyenneté numérique.
qui devrait être chargé avec cette tâche? Oui, en France, on charge toujours l'éducation nationale. On devrait charger un peu plus les familles, parce que l'éducation, ceci dit, les parents sont souvent moins compétents que leurs enfants, mais évidemment, l'éducation au numérique, c'est encore une fois l'éducation nationale, et on lui demande tout à l'éducation nationale, mais c'est vrai que nous lui demandons aussi l'éducation au numérique, c'est vrai. Une dernière question. Votre recommandation à l'égard de la liberté de presse me surprend. Je voudrais citer cette numéro 6 de vos recommandations. Vous dites, dans ce rapport, la CNCDH recommande solennellement le maintien de toutes les infractions relatives aux abus de la liberté d'expression dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, mais d'en réviser les dispositions qui ne paraissent plus adaptées. On pourrait penser que la liberté de presse en France est menacée? Non, pas du tout. Alors, certainement pas. Et les dispositions plus adaptées, c'est des dispositions de procédure. Non, la liberté de la presse en France, heureusement, actuellement, n'est pas menacée. Et elle est si peu menacée que la procédure de la loi de 1881 pour arriver à condamner quelqu'un pour un écart malgré la liberté de la presse, la procédure est tellement compliquée, elle est tellement garantiste de la liberté de la presse que les condamnations sont quand même trop rares. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que la répression doit aussi, à un certain moment, s'exercer. Mais que nous ne voulons pas qu'elle s'exerce selon les modalités du code pénal de droit commun. Par exemple, nous refusons, nous sommes très hostiles à ce qu'on puisse, pour une atteinte à la liberté, pour des propos, par exemple, racistes, à ce qu'on soit condamné par un tribunal correctionnel en comparution immédiate, trop rapide, parce que les sanctions ne sont pas éducatives. Nous voulons que, au fond, en matière de lutte contre le racisme, on soit toujours dans l'éducatif et le moins possible, sauf quand évidemment les actes sont graves, dans le répressif. Madame la Présidente, je vous remercie pour ces précisions. Merci d'avoir interrogé.